Bonsoir et bienvenue à tous. Est-on dans une situation d'impasse au Mali? Pour la troisième fois, le M5 dit non à la CEDEAO. Les 15 chefs d'État de l'organisation réunis en visioconférence mardi dernier pour trouver une solution à la crise qui secoue le Mali depuis plusieurs semaines maintenant se sont une fois de plus heurtés au nom du M5. Le point d'achoppement restant la question de la démission du président Ibeka, souhaitée par les contestataires et refusée par le régime en place à Bamako et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour certains, on est pratiquement dans l'impasse, les positions des différentes parties paraissant inconciliables. Pour d'autres, l'espoir reste permis du moment où des rencontres de médiation, de conciliation se multiplient avec des acteurs disposés à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Quel message le Mali envoie à l'Afrique et au monde? Cette capacité des acteurs à se rencontrer et à discuter sous la médiation des chefs d'État de la sous-région peut-elle inspirer le Cameroun qui est à la recherche des solutions aux crises multiformes qui le secouent? Au regard de la cause directe de la crise, c'est-à-dire les résultats contestés des élections législatives et les causes indirectes, notamment la malgouvernance, faut-il conclure que la démocratie apporte plus de problèmes aux pays africains que les solutions à leurs multiples problèmes? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de 237 débats. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débats, ce soir, pour cette autre livraison de cette émission hebdomadaire, Franck ici, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous êtes économiste, mais vous avez également la casquette sur ce plateau. Ce soir, d'homme politique, vous êtes secrétaire général du CPP. Effectivement. Merci d'être venu sur ce plateau. Marcel Abema, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Oui, je suis content aussi de me retrouver encore une fois de plus ici sur votre plateau, qui est bien vivant parce qu'on se rend compte, je suis bien à l'aise. Je ne vais pas passer sans dire bonsoir, vous connaissez, moi j'ai tout un fan club qui nous suit. Quand je suis dans une émission, je leur dis que je vais passer à cette émission et ils font partie de nos auditeurs, de nos nombreux téléspectateurs, à qui je dois dire bonsoir. Il fait partie de la grande famille Nkangweha. Je vous ai conduit bientôt. Les natifs du quartier d'Amour, dont vous connaissez très bien, à tous les communicants du RDPC, à mon épouse. J'ai souvent l'habitude de l'oublier quand je suis sur le plateau, et pourtant elle est en train de nous écouter religieusement. Au Khaled, vous n'allez pas balancer toute la liste que vous avez, Marcel. Non, pas je dois du juste tout. rappeler que vous êtes enseignant à l'université, vous êtes sociologue et vous êtes bien évidemment militant et militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Franck, ici, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a une situation assez compliquée au Mali. Il y a un mouvement qui a été lancé et qui a appelé à une contestation des résultats des élections législatives. Et depuis lors, la situation s'est emballée. On est passé d'une crise électorale à une crise politique multiforme de façon globale, puisqu'on a évoqué, entre autres, les questions de gouvernance, sans oublier les questions sécuritaires qui secouent le Mali depuis plusieurs semaines maintenant. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer en tant qu'Africain? Je veux dire, quel est le message que le Mali envoie à l'Afrique? Est-ce qu'il faut aller y voir, entre autres, l'intérêt que l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, a comme préoccupation par rapport à la gestion de ces crises maliennes? Je crois que vous avez bien fait de parler de messages et non de leçons, parce que nous vivons encore les événements. Donc ils sont loin d'être achevés. Chaque jour on vit des rebondissements et nul à ce jour n'est capable de dire de façon certaine quelle en sera l'issue. Il faut dire que cette crise politique que nous vivons actuellement s'ajoute à un contexte d'instabilité dû notamment à la présence de nombreux groupes armés, certains terroristes sur le territoire malien, avec certains qui ont des revendications de sécession, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc la crise politique s'ajoute donc et se superpose à une crise sécuritaire qui date à l'absence de mise en œuvre de plusieurs accords. Le plus récent, c'est l'accord d'Alger, avec une partie des forces armées sur le terrain. Et il faut dire que le seul tiers du pays qui était
tout à peu près sous contrôle du pouvoir central, parce qu'il faut dire que 2 tiers, à savoir le nord et le centre, sont en proie à une réelle instabilité. Le seul tiers qui reste est aussi maintenant le théâtre d'un déploiement des populations tirées par des forces civiles et politiques qui veulent le départ du régime. Donc je pense que tout ça, c'est, si vous voulez, le message de la nécessité d'une refondation de l'État. Parce que si vous additionnez au niveau interne l'ensemble de ces revendications, elles portent sur le fait que l'État et ceux qui le dirigent sont impuissants, sont incapables à mettre fin aux crises. Et certains se vautrent dans la corruption et oublient les engagements et les promesses faites au peuple. Mais à ça, on ne peut pas analyser la situation du Mali indépendamment de la situation du Sahel et de ce qui s'est passé en Libye, qui a accéléré et accentué la crise avec le démantèlement de l'État libyen. On ne peut pas évacuer le rôle des forces extérieures. Il y a des États comme la France et il y a maintenant des entreprises, des entrepreneurs économiques criminels d'autre part, mais qui sont présents et qui contribuent à complexifier la situation. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ça montre qu'on a un État, moi j'ose le dire, qui est désormais considéré comme un État failli. Et c'est à ce titre-là que le message principal, c'est celui de la refondation. Selon quelles modalités, avec quels acteurs, c'est toute la question. Oui, mais je voudrais ouvrir les échanges sur ce rôle que joue la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Si on compare la crise malienne avec d'autres crises sur le continent, je ne veux pas prendre le cas spécifique de l'Afrique centrale, on voit qu'il y a une forte implication de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On se souvient que c'est pratiquement la 3e tentative de médiation qui est organisée par la CEDEAO. Il y a des médiateurs qui ont été envoyés, il y a des chefs d'État qui sont partis, il y a une autre réunion par visioconférence de 15 chefs d'État, c'était hier mardi. Il y a quand même une volonté de cette organisation sous-régionale à pouvoir régler cette crise-là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous interpelle en tant qu'Africains, notre capacité à nous, en tant qu'Africains, de pouvoir nous-mêmes essayer de régler, de gérer nos crises? J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Il me semble que si la maison du voisin brûle, ce serait insensé de ne pas s'organiser, se déployer pour aller éteindre l'incendie. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y a des crises au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et c'est dans la tradition de la CEDEAO de déployer des émissaires de haut niveau en la personne des chefs d'État pour chercher à arbitrer le conflit ou les conflits entre les acteurs d'un pays. Donc ce n'est pas nouveau, c'est dans la tradition de la CEDEAO qui, par ailleurs, il faut le rappeler, est une des sous-régions les plus intégrées d'un point de vue de ce qu'on appelle les critères de la construction de l'intégration sous-régionale. L'intégration en termes de liberté de circulation, en termes d'harmonisation des textes, en termes de mise en place d'institutions de plus en plus supranationales. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une cour de justice ouest-africaine qui, quand elle rend des décisions, influence ce qui se passe dans les pays. Et sur le plan politique, on a bien vu, même avec l'exemple du Nigeria, lorsqu'il fallait, à la première élection de Muhammadu, l'actuel président Buhari et Ebele Jonathan, il me semble qu'il y a eu une médiation qui a amené Ebele Jonathan à promettre que s'il était battu, il reconnaîtrait la victoire, il ne permettrait pas au sang des Nigérians de couler. Donc c'est dans la tradition et c'est juste un indicateur de plus qu'elle est intégrée. Mais si elle est intégrée, elle a des mécanismes, mais ces mécanismes peinent maintenant à produire des résultats qui satisfassent les populations. Marcelo Mbema, sur cette question de l'implication de la CEDEAO, on voit une CEDEAO qui propose des plans de sortie. C'est vrai que ça piétine un tout petit peu parce que depuis lors, malgré toutes les tentatives de conciliation, on a l'impression que la situation est bloquée, mais tout au moins on voit que cette organisation sous-régionale essaye de se déployer et propose des pistes de sortie. On parlait tout à l'heure de cette rencontre par visioconférence des chefs d'État qui a duré pratiquement 3 heures. Il était question pour ces chefs d'État de tenter de trouver des solutions. Ça devait nous inspirer ou inspirer d'autres pays africains qui, à la moindre crise, sont plutôt portés à solliciter un soutien de l'extérieur, des Occidentaux. Oui, en fait, nous voyons ici que par la sortie des différents chefs d'État de la CEDEAO, ça montre que le conflit africain peut être réglé entre les Africains. Bon, et puis, maintenant, vous savez, la situation au Mali, elle est spécifique. Parce qu'il y a un double enjeu. C'est-à-dire, si l'Afrique
prend le courage, comme aujourd'hui, on prend le courage de destituer un chef d'État élu. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui, c'est le nœud. Ça veut dire ça veut dire qu'on ouvre une porte à Pandore, à n'importe qui. Ça veut dire qu'on peut élire un chef d'État quelque part et en plus, venir le destituer. Où sera partie la démocratie? Donc après, c'est pour cela que ça semble bloquer un peu. Parce que toutes ces solutions, la population, enfin les opposants ont bloqué. Les chefs d'État, les négociateurs viennent, ils essayent de calmer le jeu. Mais, l'autre côté, on est radical. On ne veut pas céder. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourtant, il faut la paix. Donc, moi, je pense qu'en cette situation, met le président, la CEDEAO, un peu en difficulté. Pour quelle position prendre maintenant? Parce que s'il faut la paix, comme il faut la paix, et la paix là-bas, pour ce moment, nécessite le départ du président élu. Or, si on commence à destituer un président élu, ça fait du problème. Oui, mais ce ne serait pas la première fois. On se souvient que toujours au Mali, il y a une situation semblable avec ATT. Oui. Et la CEDEAO avait pris une décision semblable. Oui, mais... On est dans une situation de 2 poids 2 mesures finalement. Oui, moi je pense que c'est ça. Vous me répondrez que le contexte n'est pas le même. On ne voudrait même pas recommencer. On ne voudrait même pas recommencer. Sinon, ça va prendre, ça sera partout, tout le monde va commencer. Parce qu'en ce moment, nous avons des pays en Afrique où il y a ce genre de revendications. Si on commence à céder comme cela, parce qu'en fait, moi dans mon analyse, c'est ce que je trouve comme difficulté. C'est-à-dire qu'il est difficile en ce moment de grande démocratie parler d'un président élu dont toute une commission africaine destitue. Pour la paix. Bon, la paix aussi, c'est l'objectif. Il faut avoir la paix. Que faut-il faire? Moi, je pense que c'est là la difficulté. Franck, c'est sur la question de la démission du président Ibeka, parce que de toute évidence, c'est à ce niveau que se situe le nœud gordien de l'affaire. Il faut se rappeler qu'il y a eu des négociations qui se sont tenues depuis lors. Il y a eu un plan de sortie qui avait été proposé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en plusieurs points. Le premier point portait sur la remise en place de la Cour constitutionnelle. La deuxième portait sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La troisième portait sur une enquête qui devait être ouverte sur les violences qui étaient intervenues, les violences qui étaient intervenues au cours des manifestations organisées par les contestataires qui étaient à l'origine d'un certain nombre de personnes décédées. Mais il y a eu un point d'achoppement, c'était la question de la démission de Ibeka. Le pouvoir en place à Bamako estime que cela ne doit pas être à l'ordre du jour. Une position qui est soutenue par la CEDEAO, mais en face, les contestataires estiment que c'est par ça qu'il faut commencer la démission de Ibeka. De votre point de vue d'analyste, ou peut-être même d'homme politique, est-ce qu'il faut envisager le départ de Ibeka pour une solution à la crise malienne? Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il ne faut pas réduire la démocratie et encore moins réduire le destin et la vie d'un pays à celui d'un homme. Vous pouvez être élu, mais vous pouvez trahir le mandat en posant des actes qui relèvent même de, si vous voulez, de la mise en danger des vies des populations. Vous pouvez trahir le mandat en vous rendant coupable d'actes qui accroissent la crise dans le pays. Et je pense que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que en dernière analyse, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui sanctionne, soutient. Et la démocratie ne se limite pas à intervalles réguliers à organiser des élections plus ou moins transparentes. Encore que dans le cas d'espèce, suite aux élections législatives, il y a de fortes contestations. Même sa propre élection. Ce n'est pas parce que le chef de l'opposition, par ailleurs kidnappé depuis, n'a pas mené une contestation très forte qu'il n'a pas pourtant émis des profondes réserves sur le processus. Ce d'autant plus que on peut se poser la question sur ces processus qui se passent dans un pays, comme je vous l'indiquais, contrôlé par des forces tantôt terroristes, tantôt par des forces sécessionnistes. Voilà, donc tout ça fait en sorte qu'on ne peut pas réduire la vie d'un pays, on peut encore moins réduire la démocratie à des élections plus ou moins crédibles. Et la deuxième chose, c'est que écoutez, Ibeka peut bien mourir. S'il meurt, il me semble qu'il y a la possibilité...
Voilà. Donc, on peut entrer dans une situation de crise qui permet qu'on réorganise les choses. Il y a eu des coups d'État dans ce propre pays. Toumani Toura a fait un coup d'État, il a organisé une transition. Ensuite, on a eu un président qui était tout à fait honorable et qui a par la suite présidé la Commission de l'Union africaine. Après, on a vu Sanogo qui s'est débarrassé à quelques mois de la fin du mandat de Toumani Touré. Et on a eu une transition et qui a abouti malheureusement à une situation encore aujourd'hui instable. Donc c'est simplement pour dire que la démocratie, c'est aussi entre deux élections, l'interaction régulière entre les forces vives, les citoyens et le peuple. Et si maintenant il y a des blocages, on peut trouver des mécanismes d'amende de ce qui était le contrat initial. Et si maintenant c'est les individus qui sont au pouvoir, qui sont le problème, parce que parfois c'est ça malheureusement la situation, on ne peut pas sacrifier pour plusieurs années le destin d'un peuple pour préserver les apparences d'une stabilité. Marcel Mbema, de toute évidence, si il est avéré que le départ de IBK peut être la solution pour un retour à la paix au Mali, pourquoi ne pas y aller? C'est ce qu'indique Franck ici. Oui, moi je suis d'accord avec Franck sur ce plan. Parce qu'en fait, la vie ne se limite pas au président, à IBK. Il faut maintenant, c'est le dialogue et le patriotisme. Parce que même IBK peut se rendre compte que la situation est grave et que c'est lui le problème. En principe, dans son patriotisme, un chef d'État, c'est celui qui doit aimer son pays. Et pour montrer qu'il aime bien son pays, et si c'est lui le problème, il doit se retirer et laisser que cela, le pays continue, au lieu de traverser le sang des gens. Parce qu'en insistant, comme il a commencé avec la violence, on va passer... Vous savez, quand la population dit non, quand elle est braquée, elle est braquée. Je pense qu'ici, il est question de bonnes négociations et surtout de patriotisme. Parce que si dans le patriotisme, on sait que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne, ce n'est pas un mouvement, mais c'est le pays qui doit continuer à rester debout au lieu de mettre le pays à feu et à sang. Donc ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, tout le monde peut se retrouver, dialoguer, s'entendre et trouver la voie qui est pour nous. Mais lorsque vous analysez la situation, avec, c'est vrai qu'il y a un emballement qu'on observe depuis quelque temps, mais est-ce que pour vous, il y a de lueurs d'espoir? Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les partis au Mali de pouvoir concilier leur point de vue et d'éviter une situation beaucoup plus chaotique? Non, vous savez, le Mali, c'est un État. Par la voie du dialogue, par la voie, comme j'insiste sur le mot patriotisme, parce que le patriotisme, on entre dans la négociation. Et la logique de la négociation, c'est que on n'impose pas, mais on trouve un consensus qui mène à la paix. Donc, je pense que si nous entrons dans cette logique-là, que des Maliens constatent qu'ils sont en train de perdre beaucoup de temps, et il est temps d'arrêter cela et que le président lui-même, parce qu'en fait, il semble que c'est lui le véritable problème. Et nous n'allons pas arrêter la vie parce qu'une personne, Franck vient de le dire, il peut attraper la Covid-19 là, le pays va continuer à vivre. Il ne faut pas que ça soit que c'est lui qui pense que c'est lui l'alpha et l'oméga qui peut diriger le pays. Voilà, il a été élu démocratiquement. Je suis d'accord avec ici qui pense que la démocratie n'est pas une fin. Oui, peut-être le peuple s'est trompé, parce que c'est ce que le peuple dit. Parce que si vous voyez, j'ai vu une situation de son fils qui est nommé là au Mali, mais qui fait de la gabégie en Europe avec ses amis. Que pense la jeunesse qui est au terroir? Donc, la population se rend compte qu'ils se sont trompés de la personne. Parce que, tel que présenter la personne, ce n'est pas comme ça qu'elle vit. Parce que, quand on voit les images de son fils qui vit en Occident, avec tout ce que cela peut comporter, vous pouvez imaginer un Africain qui arrive et puis il fait des débats, les Blancs regardent avec tout le monde qui traîne avec lui. Les gens demandent que mais son père ne dit rien. Ça veut dire qu'ils se sont trompés de personne. Franck, ici, de toute évidence, la bonne foi du président IBK, visiblement, ne suffit plus. Il a
promis, selon le plan de sortie de la CEDEAO, de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il y a des concertations qui sont déjà menées par, disons, le Premier ministre qui devrait diriger ce gouvernement-là. On dit d'ailleurs qu'il a essayé, tenté une ouverture vers les contestataires. Il y a quelqu'un qui est présenté comme étant très proche de l'imam Mahmoud Dicko, et à qui on confierait le poste de ministère de l'économie et des finances. Est-ce que ce type d'ouverture-là ne montre pas qu'effectivement, il est dans des dispositions de faire des concessions, de faire des compromis, et que cela devrait inspirer d'autres chefs d'État africains dans des situations de crise? Je pense que c'est un très mauvais exemple, parce qu'il faut regarder dans le détail. Regarder dans les détails pour dire que même selon le plan de la CEDEAO, qui demande justement de mettre un gouvernement d'union nationale, sans que les concertations ne soient abouties, il a déjà nommé 6 ministres à des postes clés, dont le ministère de la Justice, et je crois il a nommé un général très controversé au poste de la Défense. Ce qui est inacceptable pour tous ceux qui sont dans la rue, parce que cet officier de l'armée s'est rendu coupable de massacre, y compris de massacre de bébés, et jamais on a eu d'enquête, jamais on a eu la vérité et encore moins de sanctions. Donc c'est une forme de provocation. Et ces 6 personnes qu'il a nommées, c'est à des postes les plus importants. Parmi lesquels son fils est Franck. Son fils est président de la commission de la défense du Parlement. Donc si il dit qu'il laisse les autres éléments, c'est comme une blague. Tu finis de décider, sans qu'on ait fini les concertations, des postes essentiels, et par la suite, tu dis non, je reste ouvert. Non, c'est pas de l'ouverture. C'est pourquoi j'ai qu'il faut regarder dans le détail. Et le détail montre qu'en fait, fort de l'appui des chefs d'État de la CEDEAO, il repasse à l'offensive et il se durcit aussi. Et je pense que de l'autre côté, ça ne va pas arranger les choses, puisqu'il voit bien que c'est vraiment lui le problème. Et à ce moment-là, il ne faut pas, à ce stade-ci, commencer à donner des leçons aux autres chefs de l'État. Et surtout que moi, je veux beaucoup insister là-dessus. Même en cas de son départ, la situation est tellement grave que ne croyez pas que le départ de l'actuel président du Mali est la solution. C'est-à-dire que les problèmes sont tellement graves. Je vous dis, les 2 tiers du territoire ont leur chef, militaire qui contrôle. Voilà. Et ceux-là, peu importe ce qu'on va mettre en place au niveau de Bamako, il faudra encore négocier avec ceux-là. Et dans les revendications qui ont été jusqu'ici portées par cette dynamique société civile, parti politique, il n'y a pas de feuille de route claire par rapport à ces éléments. Je crois que le 11e point, parmi les 11 points qu'ils ont mis, parle d'élaborer une feuille de route de refondation de l'État. Peut-être c'est dans cette dernière ligne-là qu'ils mettent l'ensemble des réflexions nécessaires et des accords nouveaux à passer entre forces vives pour construire le nouvel État malien. Mais ce n'est pas au regard des expériences passées quelque chose de gagné d'avance. Oui, puisque sur la question du départ de IBK, qui est considéré pour la plupart comme étant le point d'achoppement, les contestataires veulent le départ d'IBK, la CEDEAO estime qu'IBK vient d'être élu et que pour cela, il n'est pas question de le démettre. Les contestataires soutiennent aussi que, en fait, s'ils demandent le départ de IBK, c'est qu'il y a un problème profond de malgouvernance. Bien sûr. Alors, si vous estimez que le départ d'IBK ne règle pas le problème, cela donne raison donc aux tenants du pouvoir. Non, pas forcément. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce qu'il faut quand même à la tête de l'État un groupe de personnes qui soient plus volontaires, qui, parce qu'ils ont les mallettes d'un pouvoir relatif, peuvent maintenant amorcer avec et la population et le reste des acteurs une autre démarche, une autre approche pour que la tendance à l'approfondissement des crises qu'on observe depuis que IBK est président cesse. C'est ça l'enjeu. Donc c'est juste pour qu'on reste lucide sur l'ensemble des difficultés réelles qu'il faudra affronter. Donc une chose, c'est d'enlever le mauvais président, corrompu, qui a une gestion clanique, qui se coupe des populations, qui n'a pas respecté ses engagements et qui est incompétent à résoudre les problèmes. Une autre chose, c'est développer une alternative pour arriver à résoudre ces problèmes. Quand on sait que, avec même l'implication internationale, on n'y est pas arrivé. Et quand on sait que dans la sous-région, il y a toute une géopolitique qui fait intervenir à visage découvert des groupes terroristes, des groupes armés, des groupes criminels et en arrière des forces
qu'on ne peut pas toujours clairement déterminer. Donc, c'est plus complexe que ça. Mais je comprends quand même qu'en tant que Maliens, ils aient le droit de dire que ce monsieur qui est le président, qu'il dégage. Ils ont ce droit. Vous avez indiqué tout à l'heure, Marcelin Béma, que il peut arriver que le départ d'Ibeka soit une solution. Je voudrais qu'on ramène un peu cette situation au cas du Cameroun, puisqu'il faut bien évidemment que dans l'analyse des leçons ou des signaux qu'il faut décrypter, qu'on essaie de voir en quoi est-ce que cela peut nous intéresser, nous autres Camerounais. On voit bien que dans le cas du Mali, il y a des acteurs qui visiblement sont disposés à échanger, même si jusqu'ici on n'arrive pas à trouver la solution idoine. Dans le cas du Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment que dans les situations de crise multiformes que le pays traverse, les acteurs sont aussi disposés à échanger? Mais c'est l'erreur que Ibeka a commise, parce que lui, il n'était pas senti ouvert. Ici au Cameroun, nous avons vu l'ouverture par le président de la République. Quand, après les élections, bon, certains partis ont... Quelle élection on parlait de... Non, je parle d'abord de 2018, de législatives. Je parle de législatives. Ah, quoi, de février 2020. Oui, celles qui sont proches. On ne peut pas encore aller loin, on est là pour celles qui ont été proches. Quand on a dit que les élections... Mais il n'y a pas eu de crise. Mais il n'y a pas eu de crise après l'élection. Non, attends, le départ, c'est qu'on a dit que les élections n'ont pas été bien... ne sont pas bien passées au nord ou au sud-ouest. Le président a écouté tout le monde. On a renvoyé, on a reconvoqué la commission. Première chose, c'est les petites erreurs que les autres font, que nous, le président n'a pas pu faire ici. Deuxièmement, il y a eu cette histoire de revendication. Parce qu'avant de commencer aux élections de 2018, au présidentiel, on nous a dit que le président était très mal élu. Et ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Le président a convoqué un dialogue. Il a écouté le peuple. C'est-à-dire que c'est l'erreur que les autres font. Le président a écouté le peuple. Quand le peuple commence à gronder, on écoute le peuple, on essaye. Le président a convoqué un grand dialogue national où les Camerounais se sont assis, ils se sont parlé. Après, ils ont dénoué la situation. Ainsi de suite. Donc ici... Donc en termes de gestion de crise, le président Biya a été nettement meilleur que le président. Je pense qu'il est un exemple même à suivre. Peut-être parce que Ibeka n'a pas pensé à venir voir le grand frère lui demander comment toi tu fais ces histoires. Il allait lui dire que moi je les écoute et je laisse à qui le droit de parler. Parce que vous savez, il y a aussi cette liberté d'expression qui est chez nous. Parce que quand vous fermez la bouche à quelqu'un, quand il veut parler, il va finir par parler. C'est comme de l'eau. L'eau finit toujours par couler. Donc, ici, chez nous, il y a cette logique de faire. Ça dit que quand il y a une situation, on s'écoute et puis on se laisse, on trouve la solution ensemble. Parce que c'est des propositions que les gens font. Et c'est de ces propositions qu'on met en mise en œuvre et la vie continue sans qu'il y ait gronde. Parce que vous pouvez aussi demander pourquoi il n'y a pas gronde au Cameroun. C'est parce qu'il y a cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'expression où on écoute tout le monde avant de prendre une décision. On n'est pas je crois qu'ici, dans le cas du Cameroun, certains estiment qu'il y a une situation qui peut être assimilable à ce qu'on observe au Mali. Le Mali qui est en proie à une insécurité, notamment dans la partie septentrionale. C'est pratiquement le cas avec le Cameroun, qui fait face à la menace terroriste contre Boko Haram, mais surtout dans la partie anglophone où il y a des velléités de sécession. Ajouté à cela, il y a eu quand même en 2018 des contestations électorales. On ne va pas élargir à 2020. Marcelin Béma estime que le président Biya au Cameroun a géré ça de main de maître, ce qui aurait pu inspirer le président du Mali. Je crois que déjà c'est pas les mêmes situations. Le Cameroun connaît plusieurs crises, mais pas de l'ampleur et de la nature de ce qu'on observe au Mali. Il faut le dire. Et contrairement à ce qu'il dit, je ne sais pas où le président Biya a écouté les gens et a dialogué avec les gens, parce que vous savez, on est dans un pays que je considère comme, souvent j'utilise le terme monocratie, c'est-à-dire que le pouvoir d'un seul. On n'est dirigé pas par un président, mais par quelqu'un qui se comporte comme un dieu. C'est-à-dire qui considère que c'est une faveur de s'adresser à lui ou de s'adresser à son peuple. Donc moi, je ne sais pas. Je rappelle que depuis que la crise anglophone a réémergé en 2016, jusqu'à ce jour, il n'a pas mis ses pieds dans ces zones. C'est un des reproches qu'on fait
à IBK, c'est-à-dire qu'une forme de gestion depuis Bamako sans connaître les réalités du terrain. Personnellement, il n'a jamais discuté, comme on peut le voir dans certains pays, y compris des pays africains. On a encore vu au Sénégal, à l'orée de la crise du Covid, comment le président sénégalais recevait ses opposants, écoutait les propositions directes, même s'il y a un parlement, même s'il y a des députés. Le président, je ne sais pas quand, personnellement, il a échangé avec le peuple, il a allé faire un bain de peuple pour écouter les gens, écouter les jeunes, écouter les femmes, ce qu'on voit dans d'autres pays. Je vous rappelle que pour ce qui est du septentrion, c'est la même chose. Il dit il n'y va presque jamais, il peut faire tout un septennat sans mettre ses pieds là-bas, et quand il y va, il ne fait même pas une journée pour faire une campagne, tenir un discours, marque de grand intérêt pour les populations. Et je pense que c'est cette gouvernance par l'absence qui, quelque part... exacerbe les crises. Quelque part, parce que ce que j'observe avec M. Biya, c'est qu'un problème, ça peut apparaître comme une petite blessure. Parce qu'on ne la traite pas à temps, ça devient un abcès. Parce qu'on ne traite pas à temps, l'abcès devient une gangrène. Et au moment où c'est déjà la gangrène, il faut couper le bras. Il vient avec les remèdes de quand c'était une petite blessure. Et il nous dit, voici ce qu'on a fait. Donc il allie des mesures, qui ne sont pas suffisantes, qui ne sont pas prises à temps. Ce qui fait qu'au moment où il dit créer telle commission, prendre telle initiative de dialogue, on n'en est plus là. Objectivement, sans forcément vouloir s'opposer à ce qu'il fait ou il dit, on observe que les états d'esprit, l'état des forces sur le terrain n'en est plus à la solution qu'il a proposée. La preuve, c'est que toutes les commissions qu'il a créées, toutes les mesures qu'il a prises pour reprendre l'école, pour établir la sécurité, pour faire en sorte que autour de ces points d'achoppement, la crise anglophone, etc., avec la crise post-électorale, qu'il y ait un apaisement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qui fait la différence fondamentale entre le Mali pour l'instant et le Sénégal, c'est que les Camerounais qui n'en peuvent pas et qui se retrouvent aussi bien dans les partis politiques d'opposition que dans des corporations, organisations de citoyens, n'ont pas encore réussi à s'organiser, se fédérer et agir de façon soutenue pour faire savoir leur mécontentement et proposer des alternatives. Marcel Mbema, de toute évidence, le président IBK est dans la même situation que le président, enfin si on s'en tient à ce que démontre Franck. Vous avez parlé tout à l'heure de dialogue, il dit qu'il ne voit pas de dialogue, il ne sait pas à quel moment il y a cet échange dont vous parlez. Oui, Duval, mais vous savez dans quel côté se trouve Franck. Franck ne pouvait, un autre discours allait m'étonner. Comme vous. Voilà. Donc, je ne veux pas dire Franck n'est pas aveugle, mais c'est parce que Franck est dans un autre côté. C'est pour cela qu'il dit cela. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Lui-même, en prenant la parole, il a dit les situations ne sont pas les mêmes. Et les pays, non, on n'a même pas la même sociologie avec les Maliens. Mais la preuve en est que si on compare les deux situations, ça a été presque la même. Mais nous, on n'est pas dans la rue. Ce n'est pas parce... Je vous ai dit que le fait d'écouter, parce que Franck lui pense qu'il n'y a pas eu écoute parce que le président n'était pas... Non, le président a ses institutions. Ce sont des institutions, parce que je parle même bien des institutions. Parce que le chef de l'État, il reste quelqu'un de légaliste. Vous comprenez, non? Le chef de l'État met le programme et le Premier ministre applique. C'est pas, par exemple. Donc quand il y a un dialogue et que le Premier ministre soit devant, il représente le chef de l'État. On n'est pas obligé d'y être. C'est le résultat qui compte. Aujourd'hui, nous avons des résultats qui permettent que les gens ne soient pas dans la rue parce qu'ils estiment qu'ils sont écoutés au moins. Oui, mais sur la question de la crise anglophone, on ne voit pas encore les résultats. Vous ne voyez pas les résultats comment sur la crise anglophone? Les gens ont déposé les armes, Franck, Duval. Même jusqu'à dernièrement, on continue à vous montrer. Moi, j'ai vu un reportage à France 24. France 24. Où on montre comment les Camerounais, ils ont parlé d'une centaine de jeunes qui ont déposé les armes. On a fait même le reportage. Qui ont déposé les armes. Comment vous dites que vous ne voyez pas les résultats? Les résultats sont là. La guerre a été profonde. Mais ça vient progressivement. Enfin, quand je parle des résultats, je dirais que lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la guerre, que c'est réglé. C'est ce que je suis en train de vous dire. La guerre commence facilement. Elle ne se termine pas d'un trait. Mais je vous dis, quand vous écoutez, parce que moi, j'ai été encore ravi hier, quand j'ai vu
que c'est France 24 qui fait ce reportage en montrant comment des jeunes du Nord-Ouest ont déposé les armes. C'était quand même à visage couvert. Mais nous avons vu, on faisait l'appel, ils ont chanté l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. J'ai suivi ça à France 24. Je n'ai pas suivi ça ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a progressivement, on va progressivement vers la fin de la résolution de cette situation. Tout cela par le dialogue que le président de la République a toujours tendu la main. Vous savez, on a parlé ici plusieurs fois. La main continue à rester tendue. On n'a jamais rejeté un Camerounais. Nous pensons que nous tous, nous sommes des Camerounais. Même si on a fait des bêtises, mais nous sommes les enfants du pays. Il est temps, à tout moment, on peut revenir et on va vous accueillir. Moi, je pense que... Franck, ici, on a observé dans le cas des tentatives de résolution de la crise malienne, un élément qui a été considéré par un certain nombre d'observateurs comme étant assez important. Ils ont souligné cette alliance passée le 30 mai dernier entre l'imam Mahmoud Dicko, des partis politiques de l'opposition et un mouvement de la société civile. Ils ont pu nouer une alliance qui a été considérée comme inédite et qui a permis de monter d'un cran dans la contestation face au régime d'Ibeka. Est-ce que c'est une situation qui peut, de votre point de vue, inspirer l'opposition camerounaise, je veux dire ceux qui, au Cameroun, contestent l'ordre établi? Bon, je pense que tout ce qui permet de fédérer les forces au niveau de... Parce que pour moi, j'ai défini l'opposition de manière stricte et de manière large. De manière stricte, c'est ce qu'on appelle les partis qui ne sont pas au pouvoir. Et de manière large, c'est l'ensemble des forces, y compris citoyennes, qui ne sont pas d'accord avec le système de gouvernance et qui aspirent à quelque chose de meilleur. Donc je pense que tout ce qui se fait ailleurs, surtout dans des contextes plus ou moins similaires aux nôtres, dans le sens de fédérer les énergies pour augmenter la capacité à mettre la pression, à modifier le rapport de force, doit être étudié de près. Parce que, vous savez, nous, au Cameroun, j'ai l'habitude de dire que nous sommes individuellement très intelligents, très talentueux, mais on a du mal à travailler collectivement dans la durée. Parce que, entre autres, des gens veulent se mettre en avant, les gens ne savent pas faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier aux partisans. Et c'est ça qui fait peut-être cet excès d'intelligence et d'ambition individuelle qui bloque parfois des initiatives. Donc, à ce titre-là, ce qui se fait là-bas est intéressant, tout comme on a apprécié ce qui s'est fait au Sénégal, au Burkina. Et nous avons aussi apprécié ce qui s'est fait au Soudan. On ne parle pas beaucoup parce qu'il faut dire qu'au Soudan, ceux qui sont à l'origine du départ de Béchi, c'est SPA, c'est la Sudanese Professional Association, l'association des professionnels soudanais, donc qui regroupe plusieurs organisations d'universités, de docteurs, d'avocats, etc. Ce n'étaient pas des politiques, les politiques sont venus en appui, ils sont venus parallèlement. Donc c'est une manière de dire qu'à un moment, la question du changement dans un pays, du changement des institutions, du changement des politiques qui affectent au quotidien nos vies, n'incombe pas seulement aux acteurs politiques, mais à tous ceux qui subissent négativement. Et l'exemple malien nous interpelle en ce sens. Donc moi, je pense que si on veut vraiment tirer les leçons, dans les jours à venir, nous devons approfondir les échanges entre nous pour voir sur quoi on peut ensemble travailler ensemble, en tant qu'acteurs. De votre point de vue, au-delà de la difficulté que vous avez évoquée concernant, entre griffes, les égos, est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur je veux dire quoi, ce qu'on peut considérer comme un dénominateur commun, un projet commun qui peut fédérer toutes les forces? En tout cas, à notre niveau, nous avons tenté de le faire. C'est ce qu'on appelle le projet de transition politique, parce que la transition politique, telle que nous on le propose, c'est un processus de refondation de l'État qui ne bénéficie pas dans sa première phase à une force partisane. C'est-à-dire que c'est toutes les forces. Après avoir obtenu le départ de M. Biya, c'est-à-dire, chez nous les Bantous, un vieillard comme M. Biya n'est plus au travail, n'est pas au champ, on le fait se reposer. On vient de temps en temps prendre des conseils. Donc nous, respectueux de la tradition africaine, nous voulons mettre Paul Biya à la retraite. C'est tout à fait nécessaire pour sa santé et pour celle du pays. Et donc engager un processus de transition où les Camerounais, par des assises profondes, essayent de se pardonner parce qu'il y a beaucoup de tensions et de conflits, essayent de revoir leur parcours et les rendez-vous manqués de l'histoire, et surtout essayent d'inventer les nouvelles institutions, le nouveau consensus national. Et ce que moi je vois au niveau du Mali est un peu en retard par rapport à ce que nous on a commencé à élaborer ici.
Seulement, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore réussi, nous, à Stand Up for Cameroun, à faire partager cet objectif général commun. Parce que qui est contre la réécriture de la Constitution? Personne. Qui est contre la réécriture du code électoral? Donc voilà des bases concrètes. Donc je pense que... Oui, qui justement apparaissent dans pratiquement tous les discours. Avec l'engagement que pendant la phase de transition, ce n'est pas les forces partisanes qui vont la mener, mais ce sont des acteurs comme justement les religieux, des professionnels, des gens un peu, entre guillemets, pas neutres, mais qui n'ont pas d'engagement partisan à court terme, qui pourront les mener. À quoi tient, Marcelin Mbema, à quoi tient la force du système gouvernant en place au Cameroun? Est-ce qu'il y a là-dedans l'incapacité structurelle de l'opposition à s'organiser pour apporter une riposte nécessaire, ou bien vous estimez qu'il n'y a rien à contester? Non, nous, c'est le dialogue. Nous, c'est la bonne organisation. Nous tenons compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous ne vivons pas hors de nos populations parce qu'on s'occupe de nos populations, parce qu'on sait ce qui se passe, parce qu'on sait ce qu'on doit dire. Nous n'allons pas nous occuper de l'opposition. Si l'opposition n'arrive pas à s'organiser, c'est de leur problème. Et ça démontre au Cameroun, à la population, qu'ils ne sont pas là pour la population, ils ne sont pas là pour la patrie. Parce que pourquoi ça serait difficile? Franck, ici, je viens de le dire, ils ont proposé, mais les gens n'arrivent pas à adhérer. Pourquoi ils n'adhèrent pas? Ils n'adhèrent pas, pourquoi? Parce que si c'est pour le Cameroun, si c'est pour le bien-être du Cameroun, pourquoi ne pas fédérer? Alors nous, on continue à faire ce... Mais la réécriture de la Constitution, c'est quelque chose de bien, tout au moins. Oui, mais la réécriture de la Constitution... La modification du code électoral, du système électoral, pour des élections plus libres et transparentes. Mais est-ce que les élections ne sont pas libres et transparentes? Peut-être vous direz dire qu'on doit juste réactualiser. Voilà. Mais pour dire que les élections ne sont pas libres et transparentes... Mais Marcelin, il y a quand même dans ce code électoral ou dans le système électoral des choses qui ne sont pas... C'est ce que j'appelle l'actualité. C'est ce que j'appelle l'actualité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient vraies il y a peut-être 10 ans, qu'on peut aujourd'hui, qui ont évolué, donc on peut... mais Duval, je voudrais juste pour l'aider à répondre, parce que l'enjeu... Ce n'est pas répondre, tu n'as pas besoin de m'aider à répondre. Le clivage entre nous n'apparaît pas évidemment tel qu'on mène la discussion. C'est-à-dire que, par exemple, eux, ils sont... je vous ai dit que pour eux, Paul Biya, c'est comme un dieu. C'est-à-dire qu'ils sont dans un schéma de pensée, Paul Biya, c'est comme un dieu. Et nous disons non. C'est mon temps de parole. Allez, c'est les pères. Je ne vais pas être retiré pour me dire des choses comme ça. Attendez, je suis en train, quand on parle de réécrire la Constitution, au-delà des crises que vous tendez toujours à minimiser, comme la crise anglophone et les autres, il y a les questions de comment fonctionnent les institutions, l'institution présidence par rapport au Parlement, le gouvernement lui-même, l'institution judiciaire, le CEO, bientôt il y aura le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes nombreux à contester cette même mise-là, cette phagocytose de l'exécutif et du président en particulier surtout. Ce qu'on ne dit même pas quand on parle de réforme du code du système, c'est du système électoral. Dans les statuts de l'ECAM, vous savez qui est l'arbitre en dernière analyse dans un conflit entre le président du Conseil et le directeur de l'ECAM? C'est le président. Alors qu'il est en même temps acteur partisan. Donc en ça, substantiellement, c'est une marque de dépendance. Donc c'est une manière de dire que vous pouvez toujours minimiser, etc. Mais nous, on a fait l'expérience que sur le terrain, aller aux élections, ce n'est pas simplement le code là qui fait problème. C'est que vous affrontez l'ensemble de l'appareil d'État qui est partisan, avec une administration zélée, au service de mon camp. Donc c'est en ce sens qu'on dit que ce faisant, vous accumulez des frustrations qui explosent maintenant, comme on voit, pas des violences. Parce que si vous rendez maintenant une alternance pacifique et démocratique impossible, vous rendez inévitable des violences et des manifestations populaires. Et l'impartialité. Et c'est ça que nous voulons éviter en canalisant ça. Et l'impartialité de l'organe en charge, justement, de l'organisation des élections est fondamentale, puisqu'on a bien vu dans le cas du Mali, par exemple, que la Cour constitutionnelle a été dissoute par le président de la République parce que cette Cour constitutionnelle qui est censée être impartiale, justement, a fait preuve de partialité pendant la proclamation des résultats. En retournant les résultats de 31 circonscriptions au moins. Et s'il faut le dire, si c'est une leçon pour les Camerounais qui écoutent, c'est que il ne faut pas protester derrière la télévision et sur Facebook. Il faut arriver dans la rue, quand on est en grand nombre, à le dire. Parce que les premières réactions du gouvernement
de IBK, c'était de dire non, la Cour a tranché, et ça va, il n'y a aucun problème. Mais c'est le rapport de force, c'est-à-dire que c'est la persistance des manifestations sur le terrain qui ont fini par l'amener à changer et à prendre des décisions d'annulation. Donc vous voyez que... Là, je suis d'accord avec toi, parce que ce rapport de force, nous, on est dans l'ouverture, qui pouvait se faire dans les Mais vous attendez qu'on... Non, je suis en train de vous dire que vous n'avez pas pu le faire dans les élections, parce qu'on vous a entendu, on allait aux élections. En principe, moi, je vous encourage beaucoup, mais je vous dis que l'éducation n'est pas seulement sur la télévision. Il faut que les gens apprennent à éduquer, à faire de l'école politique à leur masse. Vous voyez, quand vous expliquez, on a besoin de dire que pourquoi les gens ne comprennent pas ce que vous voulez, pourquoi ils ne vous donnent pas leur voix. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint la cible. Il faut donc atteindre la cible. Est-ce que les demandeurs sous-préfets qui interdisent... Non, ce n'est pas les sous-préfets qui interdisent tout cela. Vous avez touché des centaines de personnes. Vous avez un parti légal. Vous avez un parti légal. Que votre ministre de l'administration essaie de perturber. Alors, Cameroun. Mais Marcela, est-ce que sur le... Je vais dire quoi? Il ne perturbe pas. Si vous manquez d'efficacité sur le terrain... Puisqu'il nomme déjà à la tête des partis politiques. Il n'a nommé personne. Il y avait un désordre. Il y avait des ordres. Il fallait mettre de l'ordre. En tout cas, cette affaire, il y a des désordres dans la maison. On ne va pas revenir là-dessus. C'est lui qui ramène. Puisque cette affaire est réglée aujourd'hui, la justice a donné raison. Je crois qu'il voulait faire allusion à la situation. En fait, il y a l'administration qui joue contre. C'est Franck qui revient sur ça. Il voulait faire allusion à la situation de l'UPC et du CPP. Oui. Où on a vu le MINAT aller imposer. Il n'a pas imposé la règle. L'UPC, le CPP, ce sont les enfants du MINAT. Quand la maison veut brûler, il ne peut pas laisser le feu. Il a dit en attendant, voilà ce que je propose. Maintenant, on a réglé, non? Oui, la justice a réglé. Voilà, c'est ça qu'il est question. Ça veut dire que la justice fait son travail aussi. Il faut aussi que les gens apprennent aussi à apprécier. J'ai quand même apprécié quand Madame la Présidente était contente. Elle a dit la justice a... Non, on n'a pas suivi. Elle a bien dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut faire attention. Donc, ce que je veux dire, c'est... Non, le problème, c'est... Revenons à la discussion structurelle, s'il vous plaît. Parce que toutes ces petites illustrations, c'était pour montrer que non, sur le terrain camerounais... Il y a un problème avec les institutions. Les institutions sont piégées. Et la seule chose, c'est que les Camerounais sont des personnes qui, je crois, ont beaucoup de retenue. En dehors de beaucoup de retenue, il y a le fait qu'il y a des mécanismes de répression et de paupérisation qui, peut-être, font encore que les gens n'ont pas encore le niveau de rage qui leur permet d'agir. Même si nous, on n'a pas fini de faire le travail, qu'on peut encore s'améliorer, moi, je pense que ça va arriver. Et nous prions tous, c'est ça notre responsabilité, que ça n'arrive pas de façon non canalisée. Parce que si ça arrive comme ça, malheureusement, ça aboutit à ce qu'on voit par exemple dans le nord-ouest et le sud-ouest, à des dérives, par les prises d'armes et par maintenant des guerres civiles qui n'ont aucun sens. Marcela, il a fait des observations sur le fonctionnement des institutions. Ça touche à la question de la gouvernance. On a bien vu que dans le cas du Mali, c'est un problème qui s'est posé. Lorsque la Cour constitutionnelle a retourné les résultats, il y a eu des contestations, les gens sont descendus dans la rue. Il y a eu d'abord une sorte de déni de la part du gouvernement qui s'est très vite ravisé lorsque le M5 a lancé le mouvement et que les gens sont descendus dans la rue. Dans le cas du Cameroun, vous estimez que c'est parce que ces contestations ne sont pas suffisamment fortes ou bien ne viennent pas du peuple qu'au niveau du régime? Non, les contestations ne sont pas fondées. Nous avons vu, nous tous, quand ils sont allés revendiquer l'élection présidentielle, c'était en mondovision. Vous-même, vous avez vu, le président a demandé les preuves. Les preuves sont toujours attendues jusqu'à ce jour. C'est ça, de ça qu'il est question. Il faut que les gens s'organisent bien et qu'ils montrent et démontrent que, en fait, ceci peut bien se passer, mais il faut cela. Mais pas de rester dans l'imagerie, organiser quelque chose et dire que voilà ce qui se passe. Nous étions tous à la télé, on a vu, on a demandé aux gens d'apporter les preuves de ce qui se passe. Nous autres, nous étions sur le terrain. Quand les gens disent qu'ils ont gagné les élections, par exemple, chez nous, où il n'y avait même pas leurs représentants, parce que l'endroit étant bien enclavé, ils n'étaient pas là-bas. Nous étions... C'est pour cela, il faut que les Camerounais, en fait, l'opposition, apprennent à discipliner. Vous voyez la différence qu'il y a avec le Mali. Le Mali a une société civile très disciplinée, très bien organisée. Il n'y a pas de gens qui vont à l'encontre des autres. C'est ça qui fait le problème. De quel pays là? Du Mali. Le Mali que je connais là. Mais je vous dis aussi, nous tous ceux connaissons le Mali, nous lisons. La société civile n'est pas désorganisée. Non, moi je ne lis pas que... Non, qu'est-ce que vous racontez?
Elle n'est pas autant de... Il n'y a pas d'homogénéité nulle part. Non, je ne parle pas. Je dis qu'elle est mieux organisée que la nôtre. Non, attention, il faut faire attention. Vous savez que les explosions populaires comme celle-là, parfois ça prend du temps. C'est-à-dire il y a des conditions qui rendent possible. Si vous serez allé... Je suis d'accord, je suis content quand tu dis que les choses doivent prendre du temps. Parce que quand j'ai dit à Duval tout à l'heure que la guerre aussi est en train de finir en prenant son temps en finissant, il m'a dit que non, ça met longtemps. Mais si. Si c'est comme que des choses c'est comme ça, vous avez compris, je suis très inquiet parce que c'est pas à l'université là. Non, c'est ça. Je m'a dit que pourquoi ça prend le temps. Non, j'ai aussi dit vous avez dit donc on a dit les mêmes choses quoi. Vraiment. Non, ce que je veux dire c'est que non, il y a c'est-à-dire les conditions qui font en sorte qu'à un moment les gens passent de la simple exaspération verbale à l'exaspération en termes de manifestation. Parfois prennent du temps. Et nous, on le sait même, nous qui observons les phénomènes sociaux, les phénomènes politiques, nul ne peut dire qu'à tel jour, à telle heure, si je lance tel mot d'ordre, ça va se passer comme ça. Je suis d'accord avec vous. Même ce Mahmoud Dicko qui aujourd'hui mobilise avec d'autres personnes, ils ont souvent lancé des mots d'ordre qui n'ont pas eu d'écho. Et pourtant, la situation était critique. Pourtant, ce qu'ils dénonçaient était là. Donc, il faut dire qu'il faut un peu d'humilité par rapport à ça. Pas seulement du côté de ceux qui cherchent à mobiliser, canaliser les frustrations populaires pour obliger le dirigeant à changer les politiques, mais le dirigeant lui-même. Parce que vous, actuellement, puisque vous n'avez pas encore les mêmes symptômes qu'au niveau du Mali, il y a une forme de suffisance, d'arrogance et de paroles creuses qui consistent à dire on est avec le peuple, on les comprend, on maîtrise la situation. Je suis avec toi. Non, attention. Je suis en train d'être arrogant. Je suis en train de dire nous essayons... Il y a l'arrogance diplomatique qui consiste à dire que... Je ne suis pas diplomate, je ne connais pas faire. Eux, ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas sur le terrain. Ça, vous ne connaissez pas. Moi, par exemple, j'étais à l'ouest il y a 2 semaines, chez le roi Bamenjo. Nous sommes allés l'écouter. Et après, on voit un préfet qui se permet de lui adresser une correspondance hors sujet, irrespectueuse. C'est même un sacrilège. Et vous croyez que ce même préfet, moi je l'ai connu à Yaoundé, quand il était sous-préfet, c'est les mêmes choses. Il y avait les massacres des jeunes femmes à Mimboman, près de la présidence là. Nous sommes allés faire, en tant que force politique, un constat, écouter les populations. Il est venu là avec tout un tas de gendarmes là pour nous dire que nous faisons une manifestation et voulant nous embarquer. Donc il y a ce type de zèle inapproprié. Mais vous ne savez pas qu'avant d'aller sur le terrain, on demande l'autorisation. J'ai demandé l'autorisation ici, c'est pas le terrain ici. Non, ce n'est pas la même chose. C'est stupide comme raisonnement. Non, vous pensez que c'est stupide, mais c'est comme ça l'administration. Et c'est ça. Si vous passez où ça va vous rattraper. C'est ce qu'on appelle l'administration des régimes autoritaires, monsieur. Mais ce n'est pas vous qui avez en ce sens que... Non, Flan, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi qui soutiens la dictature, tu ne peux pas demander que le pays soit géré comme ça. Il y a des règles, on doit les respecter. C'est une manière de dire... Non, on doit les respecter. C'est une manière de dire que sur le terrain, il y a ce genre de contraintes-là qui existent et qui, à n'importe quel moment, peuvent être balayées d'un coup de main lorsque les gens seront prêts. Et notre travail et notre prière, vraiment, c'est que ça ne se fasse pas dans les désordres. Parce qu'il faut canaliser la frustration pour obtenir des changements profonds dans les structures, dans les lois et dans la désignation des dirigeants. Mais est-ce que cela est possible lorsqu'on observe la manière dont les gens pensent justement la protection du pouvoir? Vous avez vu dans le cas du Mali, effectivement, on a vu qu'il y a eu des manifestations, des gens sont descendus dans la rue avec des mains nues, mais il y a eu une répression qui a débouché sur des morts. Mais face à ça, c'est là où on a du mal, mais je me félicite qu'ils ont maintenu le mouvement non violent. Mais c'est aussi important de rappeler que ceux qui prennent toujours la violence, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et c'est en ce sens que on ne peut pas tolérer. C'est pourquoi je disais qu'il ne faut pas, en tant qu'intellectuel, nous on est là ici, dit non, il est ouvert. Je parle du président Ibeka, il veut donner des postes. Non, il a nommé des gens qui sont des acteurs depuis des décennies de la répression au Mali. Et c'est à ce titre que c'est légitime même qu'à ce titre, en fait, en raison de ça, que l'opposition continue à être radicale, oui, parce qu'on voit bien qu'on est parti pour refaire les mêmes choses. Donc, nous on dit ici que pour arriver à faire des manifestations avec les peuples, qu'on appelle le peuple, les forces sociales et politiques doivent encadrer. Parce que c'est une grosse responsabilité. Effectivement. Et c'est pourquoi il faut se former, il faut prendre le temps de former les cadres. Et quand on descend, parce que c'est aussi une voie démocratique, mais tout en rappelant que la violence vient rarement de la population, ça vient toujours des provocations d'en face. Oui, il faut quand même observer, ça c'est pour apporter un bémol à l'élément que vous avez développé, que dans le cas
des contestations au Mali, on a quand même vu que des gens se sont attaqués aux édifices publics. Et ils ont détruit, je crois, l'Assemblée nationale. Enfin, il y a eu des violences contre l'Assemblée nationale et bien... Peut-être que cela ne justifie pas la répression. Ça ne justifie pas la mort. Même tout au moins, d'après même les lois maliennes, ça ne justifie pas de tuer des citoyens. Oui, la preuve, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'une commission d'enquête se déploie pour faire la lumière sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des exigences maintenant qui est formulée par les contestataires qui estiment que les résolutions qui ont été prises la fois dernière par rapport au plan de sortie de crise ne suffisent pas. Il faut faire la lumière sur ces violences-là. Et donc, l'une des leçons aussi qu'il faut finalement retenir, Marcelin Mbema, c'est qu'il faut laisser les gens se déployer. Et lorsqu'il y a des contestations, il faut permettre aux gens de pouvoir manifester leur mécontentement. Oui, mais c'est ce que je dis, qu'on ne devrait pas arriver là. On ne devrait pas, ça dit, on ne devrait pas arriver dans le cas à du Cameroun, on a du mal justement à permettre aux gens de se déployer. Très souvent, on évoque la question de l'autorisation de manifestation. Oui, moi je vous ai toujours dit qu'il faut suivre la règle. Le règlement dit quoi? Et quand vous donnez dans le règlement, oui, une demande d'autorisation, vous dites l'objet. Quand vous me donnez l'objet, mais quand vous écrivez que vous allez enlever un président de la République qui est élu, qu'est-ce que vous voulez? On va étudier, enlever le président. Mais vous n'allez pas demander ça, allez seulement. Oui, mais dans le cas de Bamindjou qu'il évoque, il n'était pas question de non, je ne peux pas rentrer dans... Il était présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas entrer dans cette histoire-là. Parce que vous ne m'avez pas dit qu'on parlerait de ça. Peut-être j'allais me renseigner et puis savoir dire quelque chose. Je ne peux pas m'aventurer. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui ont été bien préparées. Donc, je ne peux pas entrer. Lui, il était présent. Il a vécu la situation. Il la rapporte. Parce que vous confondez déclaration, autorisation, vous mélangez tout, c'est très compliqué. Non, le régime est un régime de déclaration. Qu'on a transformé dans la pratique en régime d'autorisation. Encore une énième violation systématique de nos droits. Est-ce que le moment n'est pas venu, Marcelin Mbema, de donner la possibilité aux gens, lorsqu'ils veulent manifester, de pouvoir le faire? On a vu sur d'autres cieux des gens encadrer, des forces de l'ordre encadrer. Y compris en disant que plutôt que de les Biya doit partir à la retraite. On a le droit de le dire. Sinon, changer la constitution. Non, vous pouvez le dire. Vous pouvez pas aller vers ça. Même dans la rue. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous le dites chose et son contraire. Vous le dites pourquoi? Au début de la réflexion, nous disions que si à un moment, une partie significative du peuple a le sentiment que, malgré le processus électoral plus ou moins contestable, ceux qui occupent les fonctions ne sont pas en train de poser des actes qui nuisent à leurs intérêts. On peut exiger le départ. Ils forment le droit de révocation. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est même un des débats actuellement sur comment je vais dire ça, les mutations et les aménagements de la démocratie représentative. C'est d'introduire des dispositions comme le droit de révocation. C'est-à-dire si quelqu'un trahit manifestement, on peut avoir des référendums, on peut avoir soit des mécanismes par lesquels les citoyens... On peut écouter le mandat du chef d'État. Parce qu'il ne va pas dans la bonne direction. Il fait perdre du temps aux gens. Et il n'est pas censé être le centre du pays, c'est le peuple qui est le centre du pays. C'est pour cela que le chef d'État vous écoute régulièrement, il tend la main et puis il réajuste à tout moment. Je pense qu'après les concertations, on réajuste à tout moment. Ne dites pas que le dialogue n'est pas un sourd. Hein? Chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des situations, il rappelle les gens. Donc, c'est ça qui fait que vous le voyez pas. C'est ça qui fait qu'à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, on ne débat pas de la crise anglophone depuis 4 ans. Parlez de quoi? De quoi vous parlez? Et ce que je dis, simplement, c'est que ce genre de fuite en avant, ce genre de rafistolage là, ça n'a pas de lendemain durable. C'est pour cela que Et vous qui parlez là, et c'est pourquoi nous on interpelle beaucoup les Camerounais qui nous regardent. S'ils étaient là dehors, là, en milliers pour dire ça suffit, exprimer leur opinion, on ne tiendrait pas votre discours. Non, le problème c'est que ce genre de discours c'est parce que ce mécontentement qu'ils vivent, ils le ruminent entre eux, ils ne l'expriment pas. Et la citoyenneté, c'est aussi la capacité à exprimer clairement ce qu'on pense en termes de soutien ou en termes de rejet, mais de façon pacifique. Les Camerounais sont et c'est aussi une des leçons, parce que je reste dans le sujet, c'est une des leçons de ces peuples de l'Afrique de l'Ouest, parce que ce n'est pas seulement au niveau du Mali, on l'a vu en Guinée-Conakry, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu au Burkina. Tu vas nous ramener au Cameroun. Faisons un peu la c'est des enseignements. Oui, faisons un peu l'analyse au Cameroun. Vous dites toujours le peuple, le peuple, le peuple. Qui est ce peuple? C'est nous, c'est vous. Maintenant, on veut voir maintenant la force de ce peuple par rapport à qui? Parce que le peuple dont vous parlez, je pense qu'il ne soit pas unique.
il y a votre peuple, il y a aussi notre peuple. C'est ça aussi. Maintenant, la majorité, c'est les qui? Je pense que quand la majorité sera de votre côté, le peuple va sortir. Sans toutefois hésiter. Parce que vous aviez dit ici qu'il faut aller. Nous avons pris l'exemple des élections. Nous sommes mis à préparer toutes ces élections. On a demandé aux gens de s'inscrire dans les listes électorales. Et quand nous sommes venus faire le rapprochement, quels sont les gens qui se sont... Quel est le parti politique qui a plus d'inscrits? Nous sommes restés que c'est toujours nous qui sommes les plus inscrits. Mais vous avez parlé longtemps à ce peuple d'aller s'inscrire. Et vous n'avez pas eu plus que le nombre d'électeurs que vous en aviez avant. Aujourd'hui, quand vous parlez seulement de peuple, je vous dis que dans le peuple là, vous n'êtes pas le seul à souffrir. Il y a des situations, on ne dit pas que tout est clair ou bien tout est beau. Mais il y en a plus qui sont plus patriotes, qui pensent que ça ne vaut pas la peine d'aller dans ce désordre qui est appelé constamment dans les chaînes de télé. C'est pour ça que je vous ai invité à faire un peu... Bon, vous l'avez commencé. Donc vous estimez que la situation du Mali est différente de celle du Cameroun? Parce qu'au Mali, on a vu les gens descendre dans la rue. Oui, mais... Donc ça veut dire qu'il y avait plus de mécontents, c'est ça? Non, le problème c'est que le Malien n'a pas ouvert le dialogue. Au Mali, il n'y a pas eu ce dialogue. Au Cameroun, chaque fois qu'il y a une situation, on s'est arrêté, on a dit on fait ceci. On s'est arrêté, on a dit on fait le grand dialogue. On s'est arrêté, on a dit il faut écouter les gens. Ainsi de suite. On s'est arrêté, le chef d'État a envoyé beaucoup d'émissaires un peu partout. C'est de ça qu'il est question. Vous savez que même quand vous êtes fâché n'importe comment, dès que vous avez même l'illusion d'être écouté, c'est déjà quelque chose. Ça amorce déjà même la violence que vous voulez apporter. Donc je demandais seulement à Franck que, avec les autres, qu'on essaie d'abord de faire une éducation politique par rapport à nos militants. Que les gens sachent ce que c'est que prendre le pouvoir. Où nous voulons aller. Comment nous devons y aller. Après cette leçon-là, je pense que si beaucoup d'entre nous, les gens ne vont pas aller comme ça, en le suivant simplement, parce qu'on a dit dehors, dehors, parce que même le mot de dehors, dehors, là, ça ne marche même plus au Cameroun. Il faut que les gens quelqu'un ait véritablement son intérêt dedans avant de descendre. Alors, donc, en ce moment, on profite, on fait l'éducation politique dans nos différents partis politiques. Et je pense que ça va apporter beaucoup plus d'amélioration. Et il y aura en face un bon challenge. Il y a donc finalement, Franck, ici la question de la citoyenneté ou de la part que le peuple doit prendre dans les mouvements de révolution. On a évoqué tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure des acteurs. On a évoqué le cas des chefs de l'État, en tout cas des tenants du pouvoir, qui doivent développer, faire un certain nombre d'améliorations, que ce soit du point de vue institutionnel. On a parlé des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui doivent développer des discours des discours de confiance, qui proposent des projets alternatifs, viables. Mais il y a aussi la part du peuple, et de toute évidence, Marcelin Biema estime que si dans certains cas on voit effectivement le peuple prendre sa part, descendre dans la rue, c'est qu'il y a une éducation à la citoyenneté qui amène ce peuple à prendre en compte ou à discerner où se trouve son destin et aller le chercher, ce qui visiblement n'est pas encore le cas au Cameroun. Écoutez, je ne peux pas me risquer à avoir ce type de conclusion parce que, au moins depuis l'accession à l'indépendance, on a à intervalles réguliers des manifestations de lucidité et de courage de ce peuple qui ne sont pas relayées suffisamment ou encadrées par les forces sociales et les forces politiques. Donc, à ce niveau-là, ça a souvent été nos défaillances à nous qui ont fait que cette énergie, cette irruption de colère, là, n'a pas été canalisée. Elle a été gaspillée. Voilà. Maintenant, on est dans une phase où on peut dire que les gens ont plus d'informations, mais est-ce qu'ils ont plus de compréhension des enjeux? D'une part, est-ce que dans la nouvelle, parce qu'il faut savoir qu'entre les peuples des années 60, des années 90 et aujourd'hui, il y a un renouvellement démographique, donc c'est un changement structurel important. Et quand vous analysez cette démographie, ces nouveaux Camerounais-là, on se pose beaucoup de questions sur le niveau de conscience. Donc, c'est là où le travail d'éducation politique est permanent. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'éducation politique? Nous, par exemple, au niveau de stand-up, nous disons,
il faut qu'on cesse de vous vendre le mythe du citoyen électeur. Vous devez être des citoyens debout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des personnes qui considèrent que leur rôle ne se limite pas simplement à aller voter, soit pour soutenir, soit pour sanctionner, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 7 ans. C'est un travail à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, toute sa vie. Parce que vous pouvez voter votre député, mais vous arrivez à la maison, on a coupé l'eau. Vous pouvez voter votre député au quotidien pour sortir, il n'y a pas la route. Et la route, le pont se casse et il n'y a pas de réaction. Donc la vitalité de la société au quotidien, c'est la qualité, si vous voulez, de la querelle quotidienne entre les citoyens et ceux qui sont en responsabilité. Et quand on dit il faut que le peuple sorte, nous on est très clair. Il y a une échelle entre guillemets des sorties. Une première sortie, c'est simplement exprimer à travers soit un acte comme porter le noir, soit, comment je vais dire ça, une pétition, un mécontentement. Par exemple, un pays qui serait très bien dirigé dirait on aurait à faire peut-être une pétition de 10-15 millions de Camerounais qui disent monsieur, on veut un vrai dialogue national. C'est-à-dire, au lieu de dire ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pas bien, mais comment on arrive à rendre visible qu'il y a un consensus majoritaire pour un autre dialogue que ce qui s'est passé en septembre 2019. Donc ça, c'est une modalité, première échelle. La seconde échelle, c'est de saisir les canaux qui existent. On peut interpeller par écrit, on peut interpeller de manière judiciaire, c'est-à-dire en portant plainte même des gens qui manquent à leurs responsabilités. Et ça, on doit apprendre à le faire. Mais c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui sont, entre guillemets, instruits par le l'anglais et le français, mais qui n'ont pas de culture civique, dans le sens de... Il est investi du pouvoir qu'il a en tant que citoyen d'aller et exiger le respect de ses droits. Et c'est là où il y a le gros travail. C'est ça qui fait donc qu'en apparence, les gens parlent, ils répètent ce qu'ils entendent, mais en réalité, dans leur comportement... Ils n'ont pas encore intégré ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on n'attend pas que tous les Camerounais deviennent... On est en train de travailler sur les notions de masse critique, parce que c'est toujours une masse critique qui fait bouger les choses. Et c'est à ça qu'on s'attelle. Et je demande simplement à ceux qui... Nous demandons sur en responsabilité. Et dans le Cameroun que moi, je veux diriger, il y aura des manifestations. C'est-à-dire, moi, je veux que les gens puissent manifester. Quand je suis ministre, ils bloquent je sors de chez moi, ils bloquent chez moi. Et j'engage un débat, je leur prouve en quoi je suis en train de résoudre leurs problèmes. Sinon, je dégage. C'est ce genre de pays qu'on veut avoir. C'est un pays où on craint le citoyen. On n'a pas le courage de venir avec des sacs de riz quand on n'a pas réalisé plus de 50% de ses engagements. Donc, et c'est à ça qu'on doit travailler. Et tous en profiteraient. Que de minimiser les situations, minimiser les problèmes. On a intérêt à ce que les gens soient des gens debout dans ce pays et pas couchés à bavarder sur Facebook et à se plaindre devant les écrans de télévision. Heureusement que vous le comprenez et que vous le dites si bien, parce que c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons dit presque la même chose. Je vous ai demandé que les gens passent à l'éducation, que les gens savent ce qu'ils doivent regarder, comment ils doivent revendiquer. C'est ça le problème. Nous, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous, on maîtrise tout ce que nous voulons. Quand on vote quelqu'un, on sait pourquoi on le vote. J'en doute. Je dis nous. La dernière échelle, c'était la manifestation. Je croyais que vous ne dites pas chez nous. Maintenant, comment vous voulez encore m'expliquer les choses qui sont chez moi? Écoutez, je suis un Camerounais, j'ai des gens de ma famille qui sont dans votre parti, malheureusement. Donc je peux... La discussion républicaine ne se fait pas que sur le plateau. Parlons vrai. Et je discute avec les gens de l'ADPC sur le terrain. Il faut que les gens... Nos chefs comme vos collègues. Il faut que les gens s'éduquent. Éduquer les masses. Éduquer les masses, ça sera plus important. Parce qu'en ce moment-là, la politique même va valoir même la peine. Parce qu'on aura en face aussi des gens politiques. Ça veut dire que si vous dites que demain, on est dehors pour cette histoire, tout le monde saura pourquoi il va mettre son noir. Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens de mettre le noir, d'autres ne comprennent même pas. Vous parlez votre français là, votre grand français là, votre anglais, ils ne comprennent même pas. Tu lui dis seulement, voilà le noir, plongez ça demain, retrouvez-nous. Parce que si on est deux camps d'opposition, même si c'est le RDPC qui gagne, mais ils vont gagner, on va gagner avec beaucoup de difficultés. Et en ce moment, le jeu politique devient même plus important. Quelle générosité. Non, pas de générosité. Je vous dis que c'est par rapport au... Les gars finissent d'avoir des gens, il y a des militants de partis politiques qui sont en prison, il y a des activistes qui ont fait ce qu'on dit là, particulièrement les manches au BBC qui sont en prison. Non, ils ne sont pas en prison. Personne n'est en prison là parce qu'il a été fait. Ils ont cassé. Le plan de reconstruction, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest. On est en train de faire des parallèles. Oui. Le plan de reconstruction que le gouvernement vend.
Oui. Allez voir le discours de Mancho Bibixi. Quand il s'est mis dans le cercueil, là, il s'est mis à parler aux populations. Ce qu'ils disent qu'ils veulent commencer à faire partiellement, c'est exactement ce qu'il revendiquait. Et il n'est pas sécessionniste. Il est condamné à 15 ans. Et il subit les pires manquements à ses droits élémentaires. Il est condamné. La raison, c'est quoi? Allez demander à ceux qui l'ont condamné. On parle de... Non, comment vous à la dire sécurité de l'État. En quoi le fait de dire qu'au nord-ouest, au sud-ouest, on est fatigué? Vous êtes sûr que, par exemple, là, Babadjou, le dossier est trop léger pour dire jusqu'à ce jour, elle est dégradée. On n'a pas d'eau, on n'a pas de job. Et c'est de ça qu'on a parlé. Cette vidéo existe. Cette vidéo existe. Et ce qu'il a fait dans la rue, il le faisait déjà en tant qu'animateur radio. Donc vous voyez que chez nous, on est libre de bavarder sur les plateaux, mais on ne veut pas qu'on aille où il y a le pouvoir, c'est-à-dire physiquement près des institutions. Et c'est ça la clé, que ceux qui nous regardent doivent comprendre. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous on dit la même chose, on ne dit pas la même chose. Non, on ne dit pas la même chose, mais moi je suis en train de t'inviter à éduquer les masses, c'est tout. Non, je le fais. Continue à le faire et puis je pense que c'est ça. Si déjà, parce que ici, qui prélève de l'argent sur mon salaire me permettait de m'exprimer normalement, je le ferais déjà un peu plus là-bas. On va sortir. Est-ce qu'on peut mener le combat ensemble pour que les institutions publiques soient ouvertes équitablement à tous les Camerounais? Ah oui, mais ils sont... Je vous ai toujours dit, quand vous avez une difficulté... Non, moi je pense pas que... On met le combat à ça. Mais le combat est là, mais je pense pas qu'il y a des... Puisque vous toujours parlez d'éducation, donc... Moi je pense pas... C'est ça le problème. Moi je ne vois pas là où ils pensent. Si les gens sont éduqués, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Franck, ici, avant de sortir de l'émission, il y a cette question que je veux poser sur... ce qu'on peut appeler la capacité des acteurs politiques à faire des compromis. Est-ce que, je prends un exemple, au niveau de l'opposition malienne, par exemple, les contestataires ont, par exemple, décidé d'une trêve jusqu'au 31 juillet prochain, qui est la date d'une grande fête musulmane. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette décision? Est-ce que cela traduit une capacité pour l'opposition, je veux dire, une possibilité d'ouverture pour dire, voilà, nous ne sommes pas des extrémistes purs et durs, nous avons la possibilité... Comment on comprend ça? Non, ce n'est pas du tout une trêve ou bien un compromis. Oui. On appelle ça en langage de la stratégie. Lutte. Oui, c'est une stratégie, parce que c'est la fête spirituelle. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie de réarmement spirituel du peuple. Parce que vous savez que quand vous mobilisez le peuple, vous devez lui donner de façon régulière des moments de souffler. Ouais. Maintenant, le piège dans lequel nous ne sommes pas en train de tomber, quand on parle de compromis, parce qu'on dit que quand il y a une crise pareille, chacun doit céder à quelque chose. Donc, ils ont dit, eux ici, parce qu'ils demandaient initialement le départ de IBK. Donc, ce qu'ils proposent comme compromis, c'est qu'on installe un Premier ministre avec un Parlement. Maintenant, le Premier ministre sera investi par ces forces-là. Il va nommer pleinement le gouvernement. Et voilà, ils vont implémenter la feuille de route de refondation. Donc, il garde son poste honorifique. Mais dans la réalité, c'est l'ensemble. Ce qui est différent du gouvernement d'union nationale, qui est une distribution de strapontins et qui serait une compromission. Et c'est en ce sens que c'est ce qu'ils ont de commun avec le régime Biya. Vous protestez, on vous donne de l'argent, on vous donne un poste, au lieu de donner la solution. Mais Franck, depuis que vous protestez là, pourquoi on ne vous a pas encore donné l'argent et le poste? Qu'est-ce que vous en savez? Mais puisque vous n'en avez pas encore. Vous n'avez pas non, mais que vous avez l'argent. Moi j'ai refusé et j'ai pas besoin de crier. Il dit pas tout. Alors, c'est une bonne information. On a de sortir l'émission, Marcelin Béma, sur est-ce que toutes ces crises-là et les difficultés qu'ont les Africains à pouvoir non seulement éviter les crises, mais surtout à les gérer lorsqu'elles sont déjà, lorsqu'elles ont atteint un certain niveau, est-ce que cela n'amène pas à penser qu'on a justement des difficultés sur le continent africain à pouvoir s'accommoder des exigences de la démocratie? Non, il n'y a pas de tout. Il faut aussi penser que dans cette situation-là, il y a des gens qui sont entrés dans la logique, il y a des forces exogènes qui sont là-dedans. Et c'est par rapport à cela, et comme des gens, chez nous, il y a grand manque de patriotisme, ils sont alimentés par les forces au même moment. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des super puissants, je ne vais pas citer les noms ici, qui financent certaines rébellions, qui financent certains régimes pour peut-être accéder au pouvoir. Moi, je pense que il est question que les Africains pensent... Oui, mais s'il y avait un consensus politique, des acteurs politiques autour de la question de la gouvernance, peut-être que dans le Sud, on ferait front
contre ces menaces djihadistes dans le nord du pays. Mais c'est là où les puissances exogènes agissent pour qu'il n'y ait pas les puissances exogènes trouvent un terreau. Les puissances exogènes trouvent un terreau favorable avec ces crises internes. C'est la mentalité africaine, malheureusement. Ce terrain devient favorable parce que c'est la mentalité africaine. Parce que les Africains, comme il l'a dit, ils ne peuvent pas s'asseoir et travailler ensemble. C'est une malédiction africaine. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement dit que nous n'avons pas encore réussi. C'est pas qu'on n'est pas capable. Nous sommes en train de travailler à réunir les conditions. Maintenant, quand vous allez réussir, peut-être je ne serai pas là. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Non, vous êtes en train d'essentialiser un échec en disant que la mentalité africaine est comme ça. On ne peut pas, on ne fait pas. Mais vous êtes au Cameroun, vous n'arrivez même pas à le faire. Il y a des choses. Non, excusez, il ne faut pas caricaturer. On ne peut pas ramener le débat, vous êtes quand même universitaire. Historiquement, il y a plusieurs reprises, des coalitions sont mises en place et elles ont produit des avancées. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne produit pas? Mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Peut-être ça entre, ça sort, il ne comprend pas. J'explique que parfois, il y a des conditions. Vous savez, je comprends pas. Par exemple, je prends l'exemple sur nous qui avons décidé, au regard des crises que nous connaissons, de suspendre notre participation aux élections pour travailler pleinement à mettre la pression pour la résolution de ces crises. Il y a des amis politiques qui nous ont dit non, vous vous trompez. On peut y aller, en y allant, on va bousculer, on va contribuer. Et après, ils ont changé d'avis et ils sont sur la même ligne. Donc c'est pour dire que parfois, comme ils n'ont pas l'expérience, c'est l'expérience qui donne maintenant la compréhension d'une certaine. Ça veut dire que vous êtes entendu alors? Non, c'est pas pour dire ceci, c'est que il faut travailler. Comme je ne comprends pas, je voulais que vous me fassiez. Ce que je vous expliquais par exemple dans le dénominateur commun. Et nous sommes actuellement dans un cadre de concertation avec d'autres acteurs, cadre de citoyens de concertation qui était justement à la rencontre du chef Bameljo pour créer ces conditions. Donc la politique, même quand vous êtes au pouvoir, c'est un travail permanent d'ajustement pour arriver à gérer la réalité dans le sens de nos idéaux. Peut-être que c'est vous qui ne le saviez pas. C'est pour cela que nous on continue à rester au pouvoir parce que nous travaillons permanemment. Nous éduquons nos masses, nous éduquons tout le monde. Donc ce n'est pas parce que aujourd'hui par exemple les Camerounais n'ont pas encore, si vous voulez, les porte-avions, ils n'ont pas encore les autoroutes dans toutes les régions qu'on n'est pas capable de produire des autoroutes. C'est qu'il n'y a peut-être pas les bons acteurs, il n'y a peut-être pas les bonnes approches et il y a peut-être surtout des voleurs aux fonctions. Donc on ne va pas essentialiser en disant que les Camerounais sont incapables de produire des porte-avions parce qu'on sait qu'ils sont à la NASA, ils sont nombreux à être ingénieurs partout dans le monde et qui font des prouesses. Donc arrêtez de figer l'âme africaine et l'âme camerounaise dans les marécages créés par une mauvaise gouvernance. Comment vous expliquez? Non, pourquoi vous renvoyez ça à la gouvernance? Qu'est-ce que la gouvernance a à faire dans un mouvement où les gens ne peuvent pas s'entendre? Est-ce que le gouvernement était là? Pourquoi il ne veut pas dire la vérité? Est-ce que le gouvernement était là? Non, pas du tout. Le gouvernement n'était pas là. Vous ne pouvez pas expliquer votre façon de voir les choses où chacun pense qu'il est leader au lieu de vous entendre au gouvernement. Tout le temps, vous dites le gouvernement ne va rien faire. Quand vous êtes venu vous rencontrer entre vous, vous avez pensé que vous pouvez mutualiser les forces. Après, vous avez dit, moi le leader, l'autre dit leader, l'autre dit leader. Après, vous êtes séparés. Le gouvernement était là? Non! Essayons de nous organiser. C'est pour cela que j'appelle l'éducation. C'est ce que je dis. Ce que je parlais de gouvernance, c'était par rapport à autre chose. Ouais. C'est compliqué. Hein? Encore quand même. Je suis le premier à avoir dit que les conditions n'ont pas encore été réunies par nous sur certains dossiers. Oui. Je pense que c'est toi qui est plus difficile puisque tu vas devant, tu reviens et puis on s'entend. Encore quand même dans ce cas-là, on a bien vu des situations où le gouvernement a infiltré l'opposition. Comme quelle situation? S'il vous plaît. Il a appelé ça mon parti. Quand il nomme quelqu'un à la tête qui va ensuite signer une motion de soutien dans le G20 pour soutenir Paul Biya, c'est quoi? Non, c'est une capacité à s'entendre. Je pense que et les Camerounais vous regardent. Et vous regardez les dites que non, c'est notre incapacité. Il n'a pas signé un acte. Mais je suis en train de vous expliquer pourquoi vous ne me laissez pas parler. Terminez donc puisqu'on sort de l'émission. Je vous ai dit ici que ces actes-là, UPC et vous, c'était une situation dans la famille qu'il fallait régler. Faux. Quand vous avez... Bon, ça vous dites faux, vous me laissez quand même parler. Non, mais vous dites quelque chose qui est faux. Allez-y, finissez. Quand il y a des problèmes dans la maison, ce que le père de la maison... Il n'est pas le père de notre maison. C'est les mesures conservatoires, puisque c'est lui le chef. Faux. C'est lui le chef, c'est lui qui vous donne l'autorisation de fonctionner. En tout cas, cette question se pose. À me dire cela veut dire qu'on ne peut pas. Marcela Mema, oui. Dans tous les cas, ce problème se pose plus puisque la justice a tranché. C'est lui en faveur je veux dire quoi, contre le MINAT justement. Non, pas contre le MINAT. Bien sûr, puisque la justice a lu
le droit qu'il fallait attendre. C'était les mesures conservatoires. Le ministre n'avait pas pris. Ça veut dire que ce qui a été fait n'était pas le droit, bien C'est sûr. faux, c'est faux. C'est pas déduction, c'est ce qu'il faut. C'était retenir. pour préserver la paix sociale. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci Franck ici d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également Marcelin Bema d'être venu. Merci Duval. Je rappelle que vous êtes militant du RDPC, c'est le parti au pouvoir, et Franck ici est secrétaire général du CPP, c'est un parti politique de l'opposition. Merci à vous, madame et messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 le débat. Excellente soirée à tous, au revoir.